Peux-tu nous parler de ta série Vae Victis ? Après, puisque après avoir écrit et dessiné pas mal d'épisodes de Micro, plus de 70, d'Epsilon, ensuite il y a eu Cosmo, un peu pour les enfants, toujours super-héros, il y a eu Chronos, qui a terminé mon travail avec Demain les monstres aux éditions Lug. Là-dessus, les éditions Lug ont fermé la porte, c'était pas à cause de moi, ils se sont vendus à Semic International, suédois, qui m'ont repris immédiatement pour dessiner des épisodes du Fantôme du Bengale. J'ai dessiné pour eux 11 épisodes. Entre-temps, je suis rentré chez Mickey, chez Pif. J'avais vu arriver la fin des éditions Lug. J'ai été contacté par François Cortegiani, ce qui m'a permis de travailler pour ces 2 grands hebdomadaires. Et de là, je suis rentré chez Glénat. Et donc, ça a coulé de source, j'avais la patte, je me suis adapté au récit d'aventure réaliste, ce qu'on appelle aujourd'hui le franco-belge. Donc là, je me suis éloigné totalement de l'esprit super-héros pour rentrer dans le romanesque. Avec Vae Victis, donc jeune héroïne, j'étais parti sur les héroïnes là, à l'époque de l'invasion de la Gaule par les légions de César, en moins 58. Qui vont être réédités, je le précise, là, ce mois d'avril 2017, donc très bientôt, sous forme de 3 compilations de 5 albums chacune, donc 15 albums en tout. Et ensuite, je suis rentré chez Soleil, et là, j'ai continué mes sagas réalistes, les Vikings, les Aztèques chez Glénat, le XVIIIe siècle sur l'Atlantique, le commerce des esclaves, voilà. Je suis rentré dans l'histoire humaine, qui est vaste. Tu as beaucoup dessiné sur la période antique avec Rome ou encore récemment Messalina. C'est une période de l'histoire humaine qui n'est pas la première. On peut remonter à la préhistoire. Tout est bon et inépuisable. Il se trouve que Rome, on est tous plus ou moins les héritiers de la civilisation gréco-romaine. Il me fallait y aller. Et puis c'était une proposition de Simon Rocca, qui n'est autre que Georges Armaioli, qui m'a proposé cette guerre des Gaules. Je suis rentré dans la documentation. Je l'ai même acheté en latin, de Bellum Gallicum. Il y avait les plans de bataille de César, les sièges, les campagnes, surtout avec les noms de l'époque, toute la toponymie. Le Rhône, la Saône, Lyon, toutes les villes de la Gaule et de la Belgique à l'époque, de l'Espagne, l'Italie. C'était à la fois écrit en celte, écrit en latin, et parfois dans des dialectes plus ou moins inconnus. Donc, pour moi, une grande leçon, une grande pédagogie que j'ai essayé de transmettre au lecteur. L'Archer Blanc est de nouveau disponible grâce à l'éditeur Original Watt. Qui paraissait dans Mickey. Je l'ai cité tout à l'heure lorsque j'ai évoqué la disparition des éditions Lug. Moi, j'avais rebondi. 6 mois avant la fermeture des éditions Lug, j'étais déjà engagé chez Mickey, grâce à François Cortegiani, à qui je rends toujours un grand remerciement. Et puis dans Pif, dans la même semaine, 2 contrats, l'un chez Pif, l'autre chez Mickey, 2 grands hebdomadaires à l'époque. À l'époque, c'était formidable. Les chiffres de vente, c'était 500-600 000 par semaine ou par mois, c'était selon. Et l'Archer Blanc, un script de Cortegiani, ça m'a plu. Mickey voulait entrer dans le monde des super-héros pour la première fois. Et donc, on a inventé ce personnage qui est une sorte de Robin des Bois futuriste, post-atomique, dans une ville détruite, fantastique, mais en même temps dessin réaliste. Mais tout est à caractère fantastique. Ça m'a plu immédiatement. L'Archer est un personnage sympathique, un personnage à transformation, un peu Zorro, un peu entre Zorro et Robin des Bois, voilà. Chez Pif, c'était du semi-humoristique, 2 enfants sous la Révolution, qui s'appelaient Noël et Marie. Voilà, et là aussi ça m'a plu. Je revenais un peu à l'humoristique, semi-humoristique. Et tout ça aujourd'hui a plus ou moins disparu, à part chez les collectionneurs. Ça a été pour moi une belle transition avec Semic International, avec le Fantôme. Ça m'a permis une belle transition pour arriver après dans l'album.